Bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer une nouvelle série de tutoriels sur le Shadow Autodesk Robot Structural Analysis. Et pour ma part, j'utilise la version 2021 de Robot Structural Analysis. Mais globalement, le système de bureau reste le même. C'est-à-dire que pour les versions entre 2015 et 2021, nous avons carrément le même système de bureau. Les évolutions sont minimes déjà. Pour un utilisateur standard, les évolutions d'une version à l'autre entre 2015 et 2021 restent quand même minimes. Bon, tout d'abord, avant de commencer ce cours-là, il faut avoir quand même des rudiments, c'est-à-dire avoir des rudiments en résistance des matériaux, des rudiments au moins en construction métallique. Et le public cible de ce tutoriel-là est d'abord des ingénieurs structures qui souhaitent quand même se familiariser avec tout ce qui est calcul de charpente métallique sur Autodesk Robot Structural Analysis selon le règlement CM66. Vous savez que nous avons l'avènement du nouveau règlement, l'Eurocode 3, mais pour le moment, en Afrique, pour la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, le CM66 reste toujours d'actualité dans nos différents calculs qu'on effectue. Ensuite, les ingénieurs structures, comme ma première cible. Ensuite, les dessinateurs projecteurs que nous avons dans le bureau d'études. Et les étudiants en génie civil, que ce soit au niveau BTS et que ce soit des élèves ingénieurs également, qui souhaitent se familiariser avec tout ce qui est calcul de charpente métallique. Donc, première étape, nous allons commencer d'abord par lancer le logiciel en dupliquant ici. Comme je l'ai dit tantôt, moi, j'utilise la version 2021 de Robot Structural Analysis. Le logiciel se présente ainsi. Ici, nous avons ici différents systèmes de bureau. Les différents systèmes de bureau ici ne représentent pas un type particulier de structure. C'est juste un paramétrage des différents menus qui sont censés nous faciliter la modélisation pour les différents types de structures que nous souhaitons faire ici. Voilà. Donc, nous avons également d'autres systèmes de bureau que nous pouvons afficher en cliquant ici sur plus. Ici, voilà, différents systèmes de bureau pour la modélisation, par exemple, de coques, modélisation ici de terrier spatial et ainsi de suite. Bon, nous allons fermer ça. Pour notre part ici, nous allons commencer d'abord par modéliser un portique en 2D et par la suite transformer ce portique-là en 2D en 3D. Donc, nous allons commencer d'abord par cliquer sur ça, étudier un portique plan. Notre système de bureau s'affiche ici. Nous avons ici la fenêtre des astuces que nous allons fermer ici pour avoir une meilleure visibilité. Bon, je commencerai dans un premier temps par présenter le différent système de bureau de robot. Nous avons ici la barre des menus. Ici, nous avons la liste des différents menus, fichier, édition, affichage, structure, ici où nous pouvons modéliser tout type de structure. Chargement, où nous allons définir les différents cas de charge. Analyse, lorsque nous allons finir la modélisation de la structure et des charges, nous allons ensuite lancer les différents types d'analyse. Résultats pour l'exploitation des résultats. Dimensionnement pour les différents dimensionnements, comme on le dit. C'est-à-dire que pour déterminer les différentes sections optimales d'acier en fonction des charges qui seront appliquées. À travers les outils, nous avons les différents outils qui sont censés nous faciliter notre travail ici sur robot, comme par exemple cotation, comme autre outil calculatrice qui va beaucoup nous servir, et d'autres modules complémentaires, comme assistant de création de portiques, et les différentes intégrations que nous avons ici. Voilà. Bon, nous allons revenir ici sur édition. Édition ici nous contient toutes les options qui nous permettent de transformer notre modèle. Voilà. Les différentes sélections, les différentes transformations que nous pouvons avoir ici. Donc, globalement, nous avons d'abord le premier système de menu, le menu qui se présente ici. Ensuite, tout en bas du menu, ici, nous avons la barre d'outils. La barre d'outils qui sont les différents outils, les différents raccourcis qui sont censés nous éviter toujours avoir recours ici à la barre des menus. Je donne un exemple très clair ici. Nous voulons par exemple faire l'outil translation. Nous avons la possibilité de venir ici dans édition, transformer, translation, copie. Ou bien nous cliquons directement ici, édition et translation, copie. Vous voyez que ici la barre des menus est censée nous faciliter un peu la tâche pour éviter toujours avoir recours au menu. Ensuite, au type de menu que nous avons le menu contextuel. Et pour l'afficher, nous cliquons ici sur le bouton droit de notre souris. Nous avons le menu contextuel ici, parmi lesquels nous avons comme fonctionnalité rotation 3D,
C'est que nous pouvons effectuer des rotations 3D ici. Nous pouvons en redessiner, par exemple revenir sur le zoom initial et ainsi de suite. Donc ça, toujours est-il que bon, la barre d'outils et le menu contextuel restent toujours des autres possibilités. Nous avons la possibilité de personnaliser ce menu contextuel en venant ici dans outils, personnaliser le menu contextuel. Ici, par exemple, je souhaite, par exemple, un fichier, ajouter nouveau fichier ici. Cliquons ici, nous cliquons sur nouveau fichier et nous cliquons sur la flèche verte. Ensuite, sur fermer. En cliquant droit ici, nous voyons que nouveau projet a été mis ici. Nouveau projet. Donc, nous allons l'enlever parce que nous n'en avons pas trop besoin. Nous revenons dans outils, personnaliser menu contextuel. Cliquons ici sur nouveau projet et ensuite sur supprimer. Ensuite fermer. Voilà. Autre possibilité, nous avons également la possibilité de personnaliser la barre d'outils. Dans outils, personnaliser barre d'outils ici. Voilà. Donc, ici, nous avons les différentes barres d'outils qui sont mises ici, dans fichier, dans édition, les différentes barres d'outils qui se rapportent aux différents menus ici, voilà, que nous pouvons ajouter, que nous pouvons supprimer, ainsi de suite. Voilà. Bon, ensuite, à notre gauche ici, nous avons les gestionnaires d'objets, c'est-à-dire que l'ensemble des outils, des nœuds, des barres que nous allons modéliser ici vont être représentés ici, vont être mis ici, donc on pourra se repérer à travers ça. Ce gestionnaire d'objets là, on peut le désactiver ou l'activer en cliquant ici. En cliquant ici, on peut l'afficher comme on peut l'afficher. Bon. Voilà, ici, nous avons également une autre barre d'outils qui est mise ici. Comme ici, par exemple, nous avons une petite barre. En cliquant ici, on peut venir dans structure, barre aussi. Voilà. Le principe reste le même, déjà. Voilà. Donc, on retire ce principe-là. Le système de menus qui contient l'ensemble des fonctionnalités. La barre d'outils plus le menu contextuel qui sont censés nous faciliter la tâche pour avoir toujours recours, pour éviter d'avoir recours au menu. Maintenant, une fois que ça se termine, nous allons maintenant procéder au paramétrage de nos différentes hypothèses de travail. Voilà. Comme hypothèse de travail, nous allons commencer d'abord par paramétrer nos différents règlements de calcul que nous allons voir ici. Pour cela, nous venons dans Outils, Préférences de la tâche ici. Préférences de la tâche ici, nous avons les différents menus. Il y a Unité. Unité ici, unité par défaut, métrique américaine. Bon, on laisse comme ça. Dans la dimension ici, dimension de la structure ici. La structure ici, nous allons choisir comme dimension de la structure, ici, le mètre. Ici, on désactive ça pour le mettre en exposant. C'est-à-dire qu'on désactive le volet exposant. Nous allons ici mettre ça à 3 chiffres après la virgule. Parce que nous ici, nous travaillons en millimètres. Donc, nous allons mettre ça en 3 chiffres après la virgule. Dimension de la section en centimètres. Caractéristique de la section ici, en centimètres, toujours. Bon, tous les autres paramètres là, on les laisse tels qu'ils sont ici. Voilà. Ensuite, pour les forces ici, la modélisation des forces, nous allons la faire ici en kilonewton et arrondi à 2 chiffres après la virgule. Nous avons aussi d'autres possibilités, d'autres unités qui sont mises ici, les décanewton, kilonewton, méganewton. Mais pour notre projet, ici, nous allons travailler ici en kilonewton. Pour le moment, nous avons kilonewton par mètre. Autre possibilité, nous pouvons changer ici aussi, mettre en décanewton, changer également les unités de longueur, mettre en centimètres. Mais on laissera toujours en kilonewton par mètre. Pour les contraintes en méganewton par mètre carré qui revient à dire aussi mégapascal. Parce que 1 newton par mètre carré est égal à 1 newton par mètre carré est égal à 1 pascal. Voilà. Méganewton par mètre carré revient à dire mégapascal. Bon, pour les forces, c'est bon. Pour les autres unités, le déplacement linéaire, bon, on laisse ces paramètres tels qu'ils sont ici. Voilà. Utilisation des unités, unité de longueur en mètres. Bon, ces paramètres-là resteront inchangés également. Voilà. Ensuite, pour les matériaux ici, les matériaux français, c'est le système français qu'on utilise ici, en Afrique subsaharienne. Nous avons également d'autres matériaux qui sont relatifs aux différents systèmes aux différents pays, comme la Grande-Bretagne, le Canada et voilà. Les matériaux, on laisse en français. Voilà. L'acier.
Matériaux pour l'acier, nous avons différents types d'acier. L'acier E24, l'acier E28. Voilà. On laisse acier, béton B25, aluminium, alu chaud. Bon, aluminium, bon, bois et tout ça, nous n'avons pas besoin de ça. Voilà. Nous avons également la possibilité de modifier également les différentes caractéristiques intrinsèques de ces matériaux là, en cliquant ici sur modifier. Modifier, c'est pour l'acier, nous pouvons modifier par exemple le moteur de Young, ici le coefficient de Poisson, voilà, tous ces paramètres-là. C'est-à-dire que nous avons ici la possibilité de personnaliser ici les différentes caractéristiques intrinsèques de notre matériau, si ceux-ci ne correspondent pas aux caractéristiques par défaut qui sont mises ici dans le repos. Voilà. Pareil aussi pour le béton, voilà, le béton de B25, ici que nous pouvons changer ici. La palette de la résistance par exemple. Voilà. Donc, on laisse ces paramètres là tels qu'ils sont ici. Voilà. Ensuite, nous venons ici dans le catalogue. Le catalogue ici, ce qui va nous intéresser ici, c'est le catalogue profilé acier et bois. Ici, nous avons différents types de catalogues. Le catalogue, c'est les différents types de sections que nous allons utiliser ici dans le cadre de notre modélisation ici. Nous avons le catalogue OTUA, qui est le catalogue international, le catalogue français, qui est le catalogue, voilà, catalogue de la France. Voilà. Donc, ici, le catalogue OTUA est affiché par défaut. C'est-à-dire que lorsque nous allons définir les différents types de sections, ce catalogue qui sera affiché par défaut. Nous pouvons, par exemple, mettre le catalogue français ici, par exemple, par défaut, en cliquant sur la flèche ici, en le mettant en haut. Voilà. Donc, par défaut, on va laisser le catalogue OTUA ici, voilà, en haut. Donc, c'est ce catalogue par défaut qui sera mis ici, lorsque nous allons commencer à définir les différents types de sections ici de nos profilés. Donc, bon, tout ce qui concerne le catalogue, c'est seulement le volet profilé acier et bois. Bon, il y a aussi boulons et boulons d'ancrage, mais on laisse ces paramètres là tels qu'ils sont ici. Voilà, pas besoin de changer. Ensuite, norme de conception ici. Pour nos normes de conception que nous avons ici, comme je l'ai dit précédemment, nous utilisons ici le système français. Donc, par défaut, le CM66 que nous allons utiliser. Voilà. Également, pour l'assemblage d'acier, c'est le système CM66 que nous allons utiliser. Bon, pour le béton armé, nous n'allons pas effectuer ces calculs béton armé ici. Donc, le baril 91 modifie 99 et les géotechniques 2 et 13 12. Donc, ces paramètres resteront tels qu'ils sont ici. Voilà. Juste à titre d'exemple, nous avons également possibilité d'utiliser l'Eurocode 3. Comme je l'ai dit, que est la nouvelle norme européenne. Nous, en Afrique, on continue d'utiliser le CM66. Ensuite, pour les charges, nous avons ici les différents types de pondération que nous avons. Donc, toujours dans un système si on utilise comme norme de conception le CM66, pareillement pour les pondérations aussi, nous allons utiliser le CM66 également. Voilà. CM66 avril 2000. Pour les charges de vent et de neige, le NV65, qui est la norme française qui régit le calcul des charges de vent et de neige ici. Sismique, bon, on laisse tel que c'est ici, on va pas effectuer les calculs sismiques ici. Bon, pour l'essentiel, bon, les paramètres, on va les laisser tels qu'ils sont ici. Voilà. Une fois que ces paramètres ont été faits, nous avons la possibilité, par exemple, de les enregistrer afin de pouvoir les réutiliser lors d'un prochain projet. En cliquant ici. Ici, enregistrer les préférences de la tâche. Ici, un menu va s'ouvrir, nous pouvons cliquer, par exemple, préférences, nous pouvons, par exemple, afficher préférences. Préférences tuto. Par exemple, qui sont ensuite enregistrées. Voilà. Lorsque nous allons lancer lors d'un prochain lancement de notre logiciel ici, nous aurons la possibilité de venir ici et de cliquer ici sur préférences tuto. Autre possibilité également, bon, nous pouvons ici, par exemple, cliquer ici, enregistrer comme les paramètres par défaut. C'est-à-dire qu'au prochain lancement du logiciel, ces paramètres-là seront affichés comme des paramètres par défaut ici. Voilà. C'est un peu ça. Nous allons cliquer ensuite sur OK. Ensuite, nous pouvons également venir dans Outils, Préférences ici. Préférences ici, nous pouvons paramétrer par exemple la langue. Ici, la langue des paramètres régionaux, la langue du travail, la langue d'édition, par défaut, on laisse français. Les différents paramètres généraux ici. Déjà. Voilà. C'est-à-dire que pour éviter une perte de données, on peut cliquer ici sur enregistrer toutes les 10 minutes. Voilà.
au cas où il y aurait quand même interruption de notre logiciel ou bug de notre logiciel, au moins on est sûr que on ne va pas perdre toutes nos données ici. C'est un peu ça. Maintenant, dans affichage ici, dans affichage ici, nous avons possibilité ici de définir les différentes couleurs d'affichage de notre fond. Ici. Bon, globalement, pour le volet préférence, il n'y a pas grand chose à faire déjà. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse plus ici, c'est le volet préférence de la tâche.